Vu. Le traité sur le fonctionnement de l'économie européenne et notamment son article 121 paragraphe 2 et son article 148 du paragraphe 4. Vu. Le règlement CE numéro 1466-97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que la surveillance de la coordination des politiques économiques et notamment son article 5 du paragraphe 2. Vu. Le règlement UE numéro 1176-2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction du déséquilibre macroéconomique et notamment son article 6, paragraphe 1. Vu. La recommandation de la Commission européenne. Vu. Les résolutions du Parlement européen. Vu. Les conclusions du Conseil européen. Vu. L'avis du Comité de l'emploi. Vu. Avis du Comité économique et financier. Vu. Avis du Comité de la protection sociale. Vu. L'avis du Comité de politique économique. Considérant ce qu'il suit. Le Conseil recommande que la France s'attache au cours de la période 2016-2017 à Assurer une correction durable du déficit excessif en 2017 au plus tard, en prenant les mesures structurelles requises et en consacrant toutes les recettes exceptionnelles à la réduction du déficit et de la dette. Préciser les réductions de dépenses prévues pour les années à venir et accentuer les efforts pour accroître le montant des économies générées par les revues de dépenses, y compris en ce qui concerne les dépenses des collectivités locales d'ici à la fin de l'année 2016. Renforcer les évaluations indépendantes des politiques afin de recenser des gains d'efficacité dans tous les secteurs des administrations publiques. Veiller à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher à contrat à durée indéterminée. Renforcer les liens entre le secteur éducation et le marché du travail, notamment par une réforme du système d'apprentissage et de la formation professionnelle qui mette l'accent sur les personnes peu qualifiées. D'ici à la fin de l'année 2016, entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. Prendre des mesures pour simplifier les programmes publics d'innovation et en améliorer l'efficacité. D'ici à la fin de l'année 2016, approfondir la réforme des critères de taille réglementaire qui freinent la croissance des entreprises et continuer à simplifier les règles administratives, fiscales et comptables en poursuivant le programme de simplification. Prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés, tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Supprimer les dépenses fiscales inefficaces, notamment celles dont le rendement est nul ou faible, et adopter la réforme concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques d'ici à la fin de l'année 2016. Le candidat à l'élection présidentielle François Asselineau invite les Français à aller consulter le document de la Commission européenne qu'il nomme les GOP, Grandes Orientations Politiques et Économiques. J'ai donc décidé d'aller le faire, et je me suis donc attaqué à ce texte juridique qui en fait n'est pas très long, comme vous pouvez le voir. Il y a 8 pages, il doit y avoir véritablement 4 ou 5 pages de texte intéressantes. C'est difficile à lire, même si finalement ce qu'on y trouve n'est pas si compliqué à comprendre. Mais donc je m'y suis attaqué pendant
je dois dire, plusieurs jours. Je me dis que je dois avoir un problème avec le français parce que ça méritait pas autant d'efforts pour comprendre, mais alors j'ai vraiment tout découpé, vous voyez, j'ai tout recopié-collé, voilà, j'ai mis des trucs en gras, je suis allé chercher les quelques notions que je ne comprenais pas, et je me suis même mis des titres sur les parties principales, parce qu'à la première lecture, j'avoue que je n'y comprenais rien. Et donc, de quoi s'agit-il ? La France remet à l'Union européenne ses intentions compte tenu de l'engagement principal qu'elle a, qui se nomme le pacte de stabilité et de croissance. Je ne l'ai pas lu, ce pacte, mais d'après ce que j'en comprends, tout simplement, il s'agit de ne pas avoir de déficit sur le budget public, ce qui est le cas de la France depuis le début. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on a 50 milliards de déficit tous les ans, alors que l'Allemagne, par exemple, elle, a 250 milliards d'excédent. On demande de mettre ça en rapport avec notre dette qui est de 2000 milliards. En gros, 4 années de bénéfice de l'Allemagne, c'est notre dette. Donc, comme on ne respecte pas les objectifs, on est surveillé par la Commission européenne, même exactement ici par le Conseil, et on fait l'objet de ce qu'ils appellent un bilan approfondi, qui donne suite à des recommandations que nous ne sommes pas obligés de suivre, mais en revanche, nous sommes obligés de respecter le traité de pacte de stabilité, c'est-à-dire nous sommes obligés de ne plus avoir de déficit. Ce que nous ne faisons pas depuis de nombreuses années. À chaque fois, on n'y arrive pas. Donc, ce traité-là, on est obligé de le tenir. Donc, la seule manière de faire passer la pilule à ceux qui nous voient ne pas respecter le traité, c'est au moins de considérer les recommandations qu'ils nous font, par politesse. Et donc, ces recommandations sont l'analyse du Conseil européen de ce que la France déclare faire et de ce qu'elle fait, et les conseils pour réussir à arriver à l'objectif de ce pacte de stabilité, c'est-à-dire de ne plus avoir de déficit. C'est aussi simple que ça. Et cette analyse entraîne des recommandations que la France est donc très sérieusement invitée à suivre. Ce qui est très intéressant dans la lecture de ce document, il y a plein de choses intéressantes, mais la première chose qui ressort, c'est que l'Union européenne est clairement un système libéral. L'objectif est de ne plus avoir de déficit. Donc dans un jeu où vous avez d'un côté les dépenses et les entrées, il faut réussir à faire augmenter les entrées et à faire diminuer les dépenses. Ici, cela se fait sans aucun état d'âme. Quand on le regarde en détail, on comprend ce que c'est qu'une pensée purement libérale. Ce n'est pas débile, ce n'est pas injuste, c'est une manière de faire. C'est la manière de faire probablement de la raison, de la sagesse. Mais la vie, c'est pas toujours la sagesse. De toute façon, la question n'est pas ici de discuter de la validité de ce qui est proposé. Je veux dire, c'est peut-être très bien, c'est peut-être la bonne solution. Mais c'est d'en comprendre la nature et de comprendre vraiment la situation. Parce que la conclusion, en fait, je vous donne la conclusion tout de suite, parce que le reste, je vais vraiment rentrer dans le sujet et ça pourrait être limite un peu chiant. La conclusion, c'est que si vous êtes libéral, eh bien, ma foi, ce traité, du moins ce fonctionnement, l'Union européenne vous rend un immense service. Parce que ce soit la droite au pouvoir ou la gauche au pouvoir, ce sont des mesures, des recommandations libérales qui ont le dessus. Donc finalement les choses vont bien dans votre sens, puis vous pouvez rester dans votre coin, de toute façon vous serez servi. Par contre, si vous êtes libéral, mais que vous avez au-dessus de ça la démocratie, la notion de démocratie forte en vous,
vous voyez bien que c'est pas du jeu. Parce que vos idées, votre vision s'imposent, même si les autres sont plus nombreux. Si pour vous c'est normal en démocratie d'avoir tort par moment, parce que c'est justement le mécanisme régulateur qui permet d'expérimenter la vision des autres, et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes des choses qui ne vont pas dans les croyances qu'ils avaient, par exemple, ou l'inverse, vous-même, de découvrir d'autres formes que vous rejetiez, et puis finalement de s'apercevoir par l'effet que ça fonctionne. C'est un principe assez simple, la démocratie, et peut-être pas idéal, mais si au moins celui-là vous importe, ce document vous montre que de toute façon, c'est la pensée libérale qui va prendre le dessus. Et si vous êtes plutôt de gauche, vous vous rendez compte que vous êtes à l'intérieur d'une structure supralibérale. Votre gouvernement de gauche peut rien faire. Voilà l'enjeu de ces documents. Alors on pourrait se dire peut-être qu'un document comme celui-ci n'a qu'un effet relatif. Finalement, on en fait bien ce qu'on veut de ce qu'ils nous disent, si on n'est pas obligé. Et c'est le début du document qui répond à cette question. Enfin, donne des éléments de réponse. Parce qu'il fait référence, il introduit la nature du document. Donc, on sait que c'est une recommandation du Conseil, et il précise ce sur quoi le Conseil s'appuie pour faire sa recommandation. Et ici, il s'appuie sur un traité, des règlements et des recommandations des différents corps constitutifs de l'Union européenne. Et il part du contexte dont j'ai parlé en introduction, à savoir que la France ne respecte pas le pacte de stabilité à cause de ses déficits permanents. Et que par conséquent, en vertu des accords, maintenant, elle subit, en fait on va aller voir là-bas, suite au mécanisme d'alerte, la France est mentionnée parmi les États membres qui font l'objet d'un bilan approfondi. En tant que pays dont la monnaie est l'euro et compte tenu des liens étroits entre les économies et l'union économique et monétaire, vous voyez un peu le langage, la France devrait veiller à mettre en œuvre cette recommandation intégralement et en temps utile. Son analyse l'amène à conclure que la France connaît des déséquilibres macroéconomiques excessifs. La France affiche en particulier, dans un contexte de croissance et d'inflation faible, une dette publique élevée et croissance couplée à une compétitivité dégradée. Le risque de retombées négatives sur son économie et compte tenu de la taille de celle-ci sur l'union économique et monétaire est particulièrement important. La France relève actuellement du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance. Les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs prévus en matière de déficit à partir de 2016 n'ont pas été suffisamment précisés. Ce qui signifie que le déficit excessif risque de ne pas être corrigé dans le délai prescrit. Donc vous voyez, on n'y arrive pas. Ils sont en droit de nous le demander, ils sont bien gentils, ils peuvent même nous punir. On propose des choses qui risquent d'être pas suffisantes. Maintenant, que vaut alors ce document qui est des recommandations dans ce contexte-là? Comprenez? Vous êtes méga nul, vous n'avez pas respecté vos engagements, on a le droit de vous punir, on vous recommande, c'est la voie polie, des mesures supplémentaires. Voilà la force de ce document. Il me semble donc à moi que ce document, dans un premier temps qui est imbuvable, est finalement assez simple à comprendre, et met juste en exergue ce que l'Union européenne demande à nos gouvernements de faire, compte tenu du fait que jusqu'ici, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils se sont engagés à faire. Du moins, ils sont engagés à ce qu'il n'y ait pas de déficit. Il y en a un, donc on leur donne des suggestions, alors il faut qu'ils les suivent. Et je pense que nos gouvernements, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont entre les deux. Voilà. Ils avancent tout doucement, pas trop parce que sinon les gens hurleraient et ça serait terminé, mais un petit peu quand même parce que sinon de l'autre côté c'est l'Union européenne qui va nous punir, puis là aussi ça serait terminé. Donc nos gouvernements ils font un sacré travail pour qu'on reste dans l'Union européenne. Ils sont hyper motivés sur ce projet-là, ils sont même tellement motivés qu'ils ne nous l'expliquent pas. Ça c'est intéressant, c'est extrêmement intéressant. Parce que ce type de document met au grand jour,
c'est bien d'où viennent les grandes idées de l'application politique que l'on peut constater depuis de nombreuses années. Alors, vous avez la loi El Khomri, vous avez le programme de simplification de François Hollande, tout est là-dedans. Il faudrait même creuser, mais si ça se trouve, parmi les promesses de campagne de François Hollande qui ont marqué et qui n'ont pas été suivies, je pense qu'elles n'ont pas été suivies parce qu'elles étaient complètement juste contraires à ces recommandations-là. Quand ces recommandations-là sont publiées, tout le monde devrait en parler, non ? Comment ça se fait que c'est maintenant qu'on s'intéresse à ça ? Voilà, c'est le terrier de lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est un document bien réel. Donc aujourd'hui, il suffit d'y penser. Parce qu'au final, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider si vous trouvez ça normal qu'une instance supranationale ultra-libérale émette des recommandations à votre gouvernement et qu'il soit en vertu de traités qu'il a signés par le passé obligé de considérer très, très sérieusement, au point que ça en devienne la seule ligne de conduite, au point que ça en devienne sa seule ligne de conduite. Est-ce normal ? Est-ce acceptable ? Franchement, pour moi, c'est évident que non, ce n'est pas acceptable. Ça veut dire qu'on peut plus décider nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a beau... ça veut dire... je sais pas, quand on discute, qu'on n'est pas d'accord, quand à un moment donné, c'est le camp d'en face qui gagne. C'est bon, bah merde, faites chier. Allez, vas-y, faites-le votre truc, et on verra bien. Et puis au fond de vous, qui n'êtes pas d'accord, vous vous dites... J'espère ils vont se planter, ils vont bien voir qu'ils vont se planter. Mais là, vous voyez rien. Vous voyez rien puisque c'est l'instance au-dessus qui a décidé. Donc au final, on fait même pas l'expérimentation de ce que de la bataille démocratique a décidé. On n'avance pas, on décide rien, on est dans le flou, on touche rien. Et inversement, même si vous avez gagné, ensuite ça va pas forcément mieux, mais de toute façon, c'est même pas ce que vous vouliez qui a été fait. Donc ça n'avance pas, ça nous bloque. Peut-être qu'ils ont raison. On veut, nous, avoir raison. Enfin, je sais pas pour vous, mais je préfère avoir tort et être libre qu'être protégé dans un cadre sur lequel je n'ai rien à dire. À quoi ça sert de vivre alors ? Oh. Fuyez, pauvre fou!